je veux construire le monde dans lequel j'ai envie de vivre, c'est la phrase que tu dis à la fin de la vidéo. Ouais. C'est ça qui t'a poussé à quitter ton boulot il y a 4 ans? Oui. Tu faisais quoi avant? Alors avant, j'étais, c'est pas très drôle ça, c'est business manager dans l'industrie chimique à l'international. Voilà, donc j'étais en charge d'une ligne de produits, de produits chimiques et que je commercialisais dans le monde entier. Quand on parle. Non, c'est juste que ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Non, blague à part, par contre, c'était très enrichissant et j'encourage tout le monde à le faire. Avant de se lancer, d'avoir une expérience. Bon, voilà, c'était une multinationale, c'était une grosse entreprise. J'ai appris beaucoup, surtout au niveau des règles et de la manière de s'étendre. Aujourd'hui, je peux planifier une expansion sur base de ce que j'ai eu avant. Donc voilà, maintenant c'est complètement différent. Donc ça c'est il y a 4 ans, et puis tu te rends compte un petit peu par hasard, si je puis dire, que l'industrie du textile, elle concerne énormément de personnes. Il y a un chiffre qui m'a vraiment marqué, c'était une personne sur 6 dans le monde qui est concernée par l'industrie du textile. Ouais. Et en fait, t'es pas particulièrement passionné par les vêtements ou par la mode, mais ça t'interpelle en fait. Bah, disons que j'étais une consommatrice de mode, forcément. Pas forcément, non, tout le monde l'est pas, mais j'étais une consommatrice de mode. Et j'ai été sensibilisée. Il y avait un petit peu ce côté post-crise financière aussi. Moi, j'ai été diplômée de l'UNIF l'année de la crise, donc d'une école de commerce en plus. Donc on se dit oh là là, bonne chance pour trouver du boulot, même si vous avez un super diplôme, ça va quand même pas être facile. Puis donc là, on se pose un petit peu des questions, tout ce qu'on a appris pendant 5 ans. C'est pas que ça tombe à l'eau, mais on se dit tiens, l'économie elle tourne peut-être pas comme ça remet beaucoup de choses en cause. On se pose beaucoup de questions. Moi je me suis posé beaucoup de questions, puis après voilà, j'ai été dans le circuit classique d'un emploi classique, on va dire ça comme ça. Et l'industrie textile, en fait, j'ai commencé à être interpellée quand j'ai commencé à avoir un salaire, par les biens que moi j'achetais. Donc après avoir payé loyer, électricité et autres charges fixes, ce qui me restait pour consommer m'interpellait. Je me disais tiens, j'aimerais quand même bien. En fait, j'entendais aussi mes parents un petit peu ah oui, mais tu sais, on a délocalisé, ça va pas, un peu réac comme ça. Mais j'ai dit oui, mais vous achetez vous les choses qui sont fabriquées là, s'ils délocalisent, c'est peut-être aussi parce que vous avez choisi d'acheter ailleurs. Vous êtes posé la question, non. Oui, mais il faut peut-être se poser la question. Donc, j'ai un petit peu commencé. C'est la base de la réflexion. La base de la réflexion, c'est vraiment, il y a eu la crise en 2009, il y a les délocalisations, puis alors, moi, je suis consommatrice de mode, et quand j'ai mon pouvoir d'achat, je regarde les étiquettes, et en fait, je me rends compte que même si, donc j'arrête d'aller dans la fast fashion, parce que je suis plus étudiante, et donc du coup, je me dis tiens, je vais un petit peu aller. Comme une femme. Je vais pas chez Chanel. Voilà. Et puis je vais pas chez Chanel, hein. Mais je vais un peu ailleurs, quoi. Et je me rends compte que même si je paye plus cher, ça reste quand même, quand je regarde l'étiquette, c'est pas des fibres naturelles, c'est quand même fabriqué au bout du monde. Et je me dis tiens, il y a un truc qui va pas dans le prix là. C'est pas, je comprends pas. Donc, pour résumer, tu quittes ton boulot, tu crées Made in More, qui au final s'axe sur 2 choses, à savoir mettre en avant les marques de vêtements qui fabriquent en Europe, et puis par la suite, et un peu plus tard, c'est créer toi-même tes propres vêtements qui sont fabriqués du coup en Europe avec des textiles d'Italie, je pense. C'est quoi l'étape suivante pour toi? Oh là là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Étape suivante, continuer à engager. Donc ça, c'est étape tout de suite. Donc là, aujourd'hui, combien de personnes que tu emploies? On est 3 temps plein. Et j'envisage de réengager 3 temps plein cette année et puis passer les 10 et puis quasi doubler chaque année. Et puis en parallèle, s'étendre à l'international. Quand je dis international, c'est ouvrir point de vente, plus être présent dans d'autres boutiques. On vise la Scandinavie. C'est des personnes qui sont assez sensibles à l'économie durable. Et puis je suis sur potentiellement peut-être écrire un livre aussi sur l'économie durable pour sensibiliser et dire aux gens que c'est possible. C'est marrant parce qu'en fait à la base j'ai l'impression que la mode et les vêtements c'est pas du tout une passion, mais ça en est devenu une de par le combat. Disons que c'est une industrie par laquelle on peut avoir du poids. Quand on dit il y a ce joli visuel qu'on voit souvent passer sur Pinterest, etc. C'est dire c'est une phrase en anglais, quand vous êtes un acheteur, vous avez du pouvoir d'achat, alors vous avez une voix, vous votez. En achetant, vous votez. Étant donné que c'est une industrie qui pèse des milliards, si tu changes dans cette industrie,
tu auras du poids et tu voteras pour un monde différent. C'est la deuxième plus grosse industrie après l'industrie du pétrole, c'est ça? Polluante. La deuxième industrie la plus polluante après l'industrie du pétrole. Ouais. Alors aujourd'hui, une grosse marque, pour voilà, qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi tu te bats contre ça, une marque qui vend un vêtement 5 euros, un t-shirt 5 euros. Est-ce que pour toi c'est concevable? Non, Pourquoi? je comprends pas. Enfin, si, j'ai fait des études pour, mais il faut savoir que, par exemple, si je décortique le prix d'un t-shirt, ton t-shirt, ouais. Par exemple, il faut à peu près... Je me sens jugé là tout de suite. Oui, je te juge. Tu le sais. Tu pourras juger tous les gens dans la salle après. Non. C'est juste qu'il y a c'est des petites choses comme ça auxquelles on pense pas forcément. C'est comme si vous voulez faire une tarte aux pommes, vous devez la vendre à votre voisine, il vous faut des pommes, il vous faut de la farine, il faut du sucre, il faut de l'énergie, de l'électricité, la cuire, puis faire un bel emballage et la vendre. C'est exactement la même chose dans le textile. Donc par exemple, je dis pour un t-shirt comme le tien, il faut à peu près 60 cm de tissu. Donc c'est des grands rouleaux de tissu comme ça, il faut à peu près 60 cm. Le prix du mètre au tissu tourne aux alentours pour du coton bio, de gros, donc prix que moi j'ai, je peux encore tourner dans les 7-8 euros du mètre. Donc déjà là, ça te situe. Je dépasse déjà le prix de vente consommateur. Si on est dans du polyester, là du coup, ça tombe à 2-3 euros le mètre. Mais moi je veux du coton, et je veux du coton bio, donc je suis déjà à 6, 7, parfois 8 euros. Le lin, c'est une dizaine d'euros du mètre. Donc fois 0,6 pour le calcul, pour le t-shirt. À cela, nous ajoutons les frais d'une styliste. Donc moi, je travaille avec une styliste liégeoise freelance qui est basée à Paris. Donc là, on travaille sur des collections. Donc je la paye au modèle. Donc on travaille ensemble. Et puis, il faut bien qu'elle bosse, il faut bien qu'elle mange. Donc il y a le coût du styliste. Puis après, il faut coudre. Il faut être d'abord le patron. Il faut faire un patronage. Un t-shirt, c'est facile, mais bon quand même. Et puis, il faut vous imaginer, dans une usine, mettre le patron, découper les pièces qui composent le t-shirt, les assembler, le fil, coudre. Et puis, alors, il y a les étiquettes aussi. Il y a des étiquettes derrière, plus ce qu'on appelle le N-tag qui pend, où il y a le prix. Donc ça coûte, ça va encore à l'unité. Elles viennent d'Espagne. Et à l'unité, il faut compter, je les achète par 1000 fois compter, 50 centimes, 60 centimes, quelque chose comme ça. Et puis à ça, le transport, la vente, etc. Le container, je prends la fast fashion, il faut le container du bout du monde pour le faire venir, et on sait à quel point parfois les frais de transport peuvent être élevés. Et puis, il faut louer un emplacement commercial. Donc, autant vous dire que les centaines de mètres carrés de certains retailers coûtent des dizaines de milliers d'euros en location par mois, plus combien de vendeurs en moyenne je dirais 5, 6, 7 vendeurs, voire peut-être plus les week-ends. Et tout ça est vendu 5 euros aux consommateurs. Alors, il faut vraiment m'expliquer comment, hors des 5 euros que toi tu donnes, on rétribue toute la chaîne de fabrication. Donc pour toi, vraiment, c'est aberrant. À prix coûtant, si tu devais fabriquer un t-shirt, et c'est ce que tu fais aujourd'hui, différents vêtements qui sont pas forcément de la haute couture, c'est vraiment des vêtements traditionnels qu'on peut porter. On n'est pas dans le luxe. C'est ça. Je fais pas dans le luxe. Il serait à combien au minimum pour toi le prix d'un t-shirt? Le prix d'un t-shirt, alors si je peux faire quand même un peu de quantité, parce que si je fais qu'un t-shirt, par exemple, quand je fais faire des prototypes, donc avant de lancer une production de 100, 200 pièces, on fait les prototypes, ça coûte vachement cher. Par exemple, ça va me coûter, ça va coûter à l'entreprise, ça peut coûter 200 euros pour faire un chemisier, parce que c'est du prototypage, ça prend du temps, etc. Mais ça, c'est que le prototype. Après, on arrive pour un t-shirt, tu prends, on va dire 7, 0,6, donc 8 plus 12, j'irais 17, allez, grosso modo, 17, et je l'ai pas encore vendu, Donc là, il faut payer, nous payer, faire la com, les réseaux sociaux, le shooting photo, le mannequin, etc., etc. Et à ça, je fais une marge de 2,5. Okay. Donc je peux aujourd'hui vendre un t-shirt en coton bio, toute notre gamme coton bio, robe longue, t-shirt, jupe avec des boutons aussi, parce qu'il y a des boutons parfois. Oui, mais il faut les compter les boutons. On est en prix de vente entre 50 et 150 euros pour toi, consommateur final. Et ça, c'est fait en France.
C'est beaucoup. Enfin, il a coûté combien ton t-shirt? Bah, je sais pas combien il a coûté, mais... Oui, bah, je peux te dire qu'il a coûté plus cher que le mien. Hein. Mais non, mais c'est ça aussi. Donc, pour toi, effectivement, un t-shirt qu'on fabrique... il y a forcément à l'étranger, mais dans des mauvaises conditions à 5 €, et qui est vendu ici en tout cas à 5 €, c'est juste pas concevable, et qu'un prix plus réel, c'est quasi Allez, plus, en fait. Si tu fais beaucoup de quantités, le Portugal par exemple est spécialisé dans les grandes quantités, on pourrait avoir 35 €, 40 € en prix de vente, ça c'est bien. Honnêtement, est-ce que c'est possible de demander aux gens de payer à un moment au minimum 35 € pour un t-shirt? Parce que moi, je sais pas si je le ferai toujours. Si. Bah, c'est parce que après. Comment est-ce que tu fais pour arriver à les convaincre? J'ai pas besoin. Enfin, oui, je dois faire de la com, encore aujourd'hui, je regardais dans les gens qui, tu sais, sur la page Facebook, on peut nous mettre des notes, des reviews, etc. Et alors, un des derniers commentaires, c'était quelle super découverte, merci beaucoup, et en plus pour pas cher. D'accord. Au final, en fait, il y a presque plus d'attachement au produit, ce qui fait que le prix paraît... En fait, la notion du prix est tout à fait différente, parce que si t'es étudiant, t'as pas un rond, bah ouais, ça coûte un bras, mais à partir du moment où tu travailles, t'as un salaire, bah c'est ok, quoi. Alors, si t'as pas de boulot, t'es au chômage, c'est compliqué. Si t'as fait, tu vois, mais ça, moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Donc tu dis ton projet, il marche assez bien. Il y a globalement pas mal de bons retours et de personnes intéressées. Il y a des pop-up stores qui s'ouvrent un petit peu partout en Belgique et bientôt à l'étranger, j'imagine. T'as réussi ce que beaucoup de gens aimeraient pouvoir faire, à savoir une grosse levée de fonds pour ton projet. En quelques mots, si c'est possible de le résumer, comment ça s'est fait? En sachant que tu pars de zéro, puisqu'à la base, t'es pas particulièrement experte dans le domaine. Non, je suis pas experte dans le domaine, mais je lève pas des fonds tout de suite. Initialement, donc je crée l'entreprise, je lève pas des fonds tout de suite. Il n'y a pas des gens qui vont être là à te dire c'est génial ton produit, génial, je te file 300 000 balles. Non, tu dois prouver que tu sais te bouger, tu dois prouver que tu as les épaules pour le faire et tu dois prouver que tu as déjà des clients. Ça, c'est hyper important. Donc moi, pendant un an, il y a eu un an et demi, 2 ans de Medenmore avant la levée de fonds. Et j'avais déjà des clients avant de lever des fonds. Maintenant, initialement, j'ai créé la société en fonds propres. Donc moi, j'ai mis de ma poche à peu près 20 000 €. Même peut-être un peu plus au final. On va dire. Oh, oui, tout est passé. Tout est passé. Plus un emprunt. Donc pour le lancement, hein. Donc je voulais un beau site internet qui puisse tenir dans la durée, du stock, un peu de com. Donc j'ai fait un emprunt. Donc j'ai tout début, de 30 000 €. Et ces 30 000 €, ils ont été splittés entre une banque et la Socamut. Peut-être ici qui connaissent, c'est un organisme wallon qui permet de garantir l'emprunt si jamais tu te casses la figure. Bref. Mais c'était déjà un bon signe d'arriver à convaincre les banques, même si c'est un tout petit montant. Tu te dis, j'ai un projet, j'ai pas de clients, mais j'arrive à les convaincre. Donc je pars initialement avec 50 000 €. Je développe et puis je me rends compte que toute seule ça va pas aller et il va falloir beaucoup plus de moyens et il faut engager des gens et il faut que ça bouge, quoi. C'est là que tu te dis faut que je lève des fonds, faut que je fasse de l'argent. Je me suis pas tout de suite dit que je voulais lever des fonds, mais je me suis retrouvée au Lean Square. C'est un incubateur de start-up ici à Liège où là on me dit viens, ça peut être sympa ton projet et tout. Il y a des investisseurs. C'était pas du tout au programme et je dis ok, oui, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé à monter un dossier. Je suis rentrée dans l'univers de la levée de fonds. Ça a duré longtemps, très longtemps. Ça a duré un peu plus d'1 an. Et donc comment j'ai fait? D'abord j'ai dû convaincre un fonds d'investissement public. Donc, eux étaient OK sur base de plans financiers, business plan, etc. J'ai dû construire aussi un modèle qui était beaucoup plus ambitieux que ce que j'avais dans la tête. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé, des entrepreneurs qui avaient créé des boîtes, qui s'étaient plantés, qui étaient plus âgés, ça c'était vraiment précieux. Ouais. Puis quand l'investisseur public a dit OK, en fait, c'était pas vraiment OK, c'était OK pour la moitié. Donc il m'a dit moi c'est OK à la moitié, mais tu vas chercher le reste. Donc, je me dis, où est-ce que je vais aller chercher ce reste? J'ai fait Business Angel. Donc, en fait, c'est 2 entrepreneurs qui me suivaient depuis un certain moment et qui m'avaient dit, Stéphanie, si t'as besoin, tu nous appelles. Et j'ai ajouté à ça un crowdfunding via My Micro Invest, où là, donc c'était pas un crowdfunding où on pouvait acheter des trucs, des vêtements ou quoi, c'était vraiment des parts. Donc à partir de 100 €, on pouvait investir dans la boîte et avoir des parts en échange. Et là, ça a représenté 160 investisseurs privés
qui ont mis au total pour 70 000 €, et c'est représenté par la société My Micro Invest. D'accord. Voilà, pour faire clair. T'as plein de petits investisseurs dans ton... J'ai plein de petits et des gros. Okay. Pour un total de 225 000 €. C'était la première. Est-ce que donc c'est accessible alors de faire une levée de fonds? Ouais. Pour peu qu'on le projet soit... J'en suis la preuve vivante. Tu croyais pas trop au début? Franchement, c'était compliqué. Je suis tenace, hein, coriace, je sais pas comment définir, mais après coup, mais c'est pas impossible. Je veux pas donner un mauvais message du tout. Faut juste faut avoir les épaules et y croire, parce que c'est dur. Donc si t'y crois pas, il y a moyen de flancher, quoi. Il faut forcément de la motivation. On voit ici la visite du roi dans les bureaux. Ah, t'as l'air excité en tout cas. C'était génial. Comment ça s'est fait? Eh ben, c'est une belle reconnaissance, j'imagine. Oui. Bon, après, voilà, Mathilde ne porte pas mes vêtements. Pas encore. Alors là, ce qui m'a fait plaisir avec le roi, c'est que il a été interpellé. Il est revenu, donc c'est très 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 protocolaire quand il y a une visite du roi. Il y a des gens partout, on peut rien dire, on peut rien faire. Enfin, c'est assez compliqué. Donc c'était millimétré. On avait 1 minute, et moi je parle beaucoup, tout ça. Donc j'avais déjà. J'avais déjà. Ah, c'est Fanny, explique ton projet, tout ça. Donc je parle, je me retiens, je suis stressée, tout ça. Je fais une petite blague et tout. Et puis tu vois tous les gens qui sont là, qui disent ah ben voilà, donc c'est fini, on va passer au projet suivant. On était 4. Et il part, et puis lui il revient. Le roi. Intéressé. Il revient, il dit, dites, comment ça se passe si ça ne va pas? Ah ben écoutez, le retour est gratuit, vous passez commande, on vous envoie un bon de... tu vois, est-ce que t'as reçu une commande du coup du Palais Royal? Non. mais c'était chouette parce que c'est une belle reconnaissance d'avoir été choisi. J'étais le seul projet là sur place, seul projet féminin, enfin mené par une entrepreneuse. Donc c'était bien aussi, sinon il y avait de nouveau que des messieurs. Donc c'était bien pour montrer, c'est une bonne image pour la Belgique. Oui, c'était chouette. Alors au-delà de l'aspect purement altruiste, on va dire, de vouloir changer le monde, de se dire bon, j'ai envie de changer l'industrie du textile, il y a quand même bien ton intérêt à toi, ton intérêt à toi, ton ambition personnelle, ta motivation personnelle, c'est laquelle? Ouais, je me pose souvent la question parce que comme c'est dur, tu te dis parfois pourquoi je fais tout ça. Tu t'es lancé là-dedans. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je suis pas passive. Je suis trop. Je vois quand quelque chose ne va pas. Je vois quand. Je vois ce qu'il y a à faire et j'ai besoin de le faire. Tu vois. Donc moi, mon intérêt personnel, c'est d'avoir la niaque et de me dire que j'ai besoin. Il faut que je le fasse. C'est très compliqué. C'est pas évident à expliquer parce que c'est pas très rationnel en fait. J'aurais dû rester là où j'étais et faire ma petite vie. Et... C'est peut-être mieux de dire que c'est irrationnel et que c'est mieux comme ça. Oui, voilà. Voilà, dernière question avant de passer aux questions du public. 2017, pour le moment en tout cas, c'est les vêtements. 2020, 2030, ce sera toujours les vêtements? Oui, mais c'est avec certainement beaucoup plus d'autres choses avec. En fait, étant donné que moi, ce que j'aime, c'est le lien à l'objet, j'aimerais bien pouvoir te dire que cette chaise, elle a été faite par quelqu'un quelque part. C'est une chaise Ikea, voilà, comme ça tu sais. Eh ben voilà. Donc... Elle a été faite par quelqu'un quelque part. Mais elle a été faite par quelqu'un quelque part. Je dis pas que c'est mal de faire loin. Vraiment, j'ai pas du tout ce discours-là. C'est pour conscientiser déjà. Et il y a des usines au Bangladesh, en Chine, en Inde, qui font les choses très très bien. Il y a des... Sincèrement, je suis pas militante. Moi, j'ai fait un choix et je reste sur mon choix pour les raisons que j'ai expliquées. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on conscientise cet acte d'achat et ce lien avec ce quelqu'un quelque part qui a fabriqué quelque chose. C'est une belle conclusion. Je propose qu'on passe aux questions aux personnes qui veulent dans le public poser des questions à Stéphanie. Donc, pour avoir, moi de mon côté, déjà vécu pas mal d'aventures dans tout ce qui était un fonds d'investissement ou même simplement entrepreneuriat, si vous aviez un conseil pour les jeunes aujourd'hui qui voudraient se lancer pour le monde de demain et dans le monde dystopiste, parce que toujours le jeune a son projet et se dit mon projet va changer le monde, je rêve de changer le monde. Évidemment. Voilà. J'ai le même problème une fois et puis après on arrive toujours à se rendre compte que finalement pas toujours
le monde ne se change pas en un claquement de doigts. Mais s'il y avait un conseil que vous donneriez comme ça aux jeunes d'aujourd'hui pour se lancer ou concrétiser des rêves, qu'est-ce que vous donneriez? Juste un. Ah, mais si t'en as plusieurs, partage-le. Ah oui, s'il y en a plusieurs, il n'y a pas de souci, on est ouvert. Non, je parle beaucoup. Alors, un jeune, le problème du jeune, c'est qu'il n'a pas de crédibilité. A priori. Non, mais franchement, on le voit. Non, on n'a aucune crédibilité. Sincèrement. Non, mais le jeune n'a pas de crédibilité. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ok. Donc, moi, je dirais, le plus tu peux prendre d'expérience à gauche et à droite, même de manière gratuite, on l'a pas mentionné ici, mais pendant que j'étais à l'international dans une multinationale, j'étais community manager pour une plateforme de vide dressing en ligne. J'ai lancé un blog beauté lifestyle avec une copine parce qu'elle s'emmerdait aussi dans son boulot d'une autre multinationale à Bruxelles et on s'est dit tiens on va faire un truc et donc on a lancé un blog et donc du coup ce blog qui d'apparence inutile et futile m'a ouvert les portes de toutes les agences de presse et de toutes les autres blogueuses belges qui du coup quand j'ai lancé Made & More j'ai pu directement accéder à cette blogosphère belge et à toutes ces agences de presse. J'avais déjà c'est la capitalisation au final d'expérience pour ton propre projet. C'était à chaque fois je me disais saute dessus, prends, fais. C'est un truc en plus pour ton CV et c'est une expérience en plus. Donc plus tu sais quand t'as quelqu'un, moi j'ai beaucoup de demandes de stage chez Made & More, quand tu vois qu'ils ont rien fait, pas de job d'étudiant, pas d'organisme, de trucs comme ici, juste être bénévole ici. Tu le trouves pas crédible non plus puisque tu te dis qu'ils ont rien apporté. Le mardi soir, t'es devant The Voice et tu organises pas une conférence ici, quoi. Mais ce qui est bien aussi, au final. C'est vrai, et c'est ça aussi. Donc si tu veux te lancer comme entrepreneur, entreprends, quoi. Et dès le début. Et puis alors aussi, vraiment, alors pourtant moi, j'ai un chouette bagage, j'ai la chance d'avoir fait des études en ligne avec ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, mais je suis quand même hyper entourée. Je suis lauréate du réseau Entreprendre, donc j'ai un parrain qui est expert financier et fiscaliste que j'appelle très régulièrement et qui m'a aidé pour la levée de fonds et pour un tas de choses encore aujourd'hui. J'ai mes 2 investisseurs privés qui m'aident aussi si besoin. J'ai une autre, c'est une femme qui travaille à la SRIW, qui fait du mentoring pour les femmes à HEC et que j'ai aussi régulièrement au téléphone. C'est de l'aide, c'est de l'entourage, parce que tu réussis pas tout seul, quoi. Pour résumer, il faut, pour entreprendre, il faut entreprendre et bien s'entourer. Ouais. Et si jamais ça ne marche pas, te dire que ce n'est pas grave. Moi, ça a pris, enfin, je me suis sentie mieux et ça a pris le jour où je me suis dit, ok, je le fais, mais c'est pas grave si je me plante. D'autant plus que, et je clôture, sur le fait que si tu n'entreprends pas, parce que c'est pas donné à tout le monde et tout le monde n'a pas spécialement envie non plus, c'est parce que c'est la mode et c'est cool, mais c'est pas. Tu peux aussi être intrapreneur dans une société. C'est pas atroce d'être employé non plus, et tu peux dans une société c'est vraiment ça, c'est des intrapreneurs, donc c'est des gens qui bougent dans tous les sens et qui veulent faire tout changer aussi dans la boîte, et ça c'est vraiment cool. Si tu peux travailler dans une boîte comme ça. Tout en ayant une sécurité, une certaine sécurité financière aussi. Mais d'être entrepreneur dans une société, quoi. Ça c'est chouette aussi. Super, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On fera un petit drink juste après, donc vous pourrez discuter avec elle. Merci.